Vous connaissez quelqu'un comme ça. Il a des idées brillantes, de grands rêves, une étincelle dans les yeux de quelqu'un né pour quelque chose d'extraordinaire. Il parle de projets incroyables. Il vit de possibilités mais ne concrétise jamais rien. Il a toujours une excuse toute prête pour chaque échec. Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas la bonne personne. Le monde ne m'a pas encore compris. Peut-être est-ce cet ami d'enfance ou un frère cadet. Peut-être est-ce votre petit ami. Peut-être est-ce votre père. Quelqu'un qui, malgré son âge, semble s'être arrêté dans le temps. Un adulte qui se comporte encore comme un garçon, émotionnellement instable, averse aux engagements, toujours en quête de liberté et fuyant toute véritable responsabilité. Et peut-être, une partie de vous espère toujours qu'il changera. Carl Jung a nommé ce schéma psychique « puer aeternus », l'éternel enfant. C'est l'archétype de l'homme qui refuse de grandir, qui vit éternellement en transition. Comme s'il se préparait toujours à vivre, mais ne commençait jamais vraiment. Il enchante par son énergie juvénile, sa créativité, sa spontanéité. Mais il y a une ombre derrière ce charme, l'incapacité à faire face aux exigences du monde réel. Le puer attend que la vie se conforme à ses désirs, que les autres résolvent pour lui ce qu'il refuse d'affronter. Il idéalise la femme parfaite, le travail parfait, la vie parfaite. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ses fantasmes, il fuit. Il rompt, il abandonne et retourne au cycle des rêves inachevés. Il se voit comme trop spécial pour se soumettre à la médiocrité de la routine, alors qu'en fait, il est paralysé par la peur d'échouer, d'être frustré, de grandir. Si vous avez déjà essayé d'aider quelqu'un comme ça, vous savez combien c'est épuisant. On se lasse de donner des conseils qui restent sans réponse, d'offrir un soutien qui est gaspillé, d'essayer de tirer quelqu'un qui, au fond, ne veut pas bouger. Un éternel presque. Mais la vérité doit être dite. Cet homme que vous connaissez est piégé. Piégé dans une fantaisie de liberté qui, en pratique, est une prison de peur et d'immaturité. Et s'il ne se réveille pas, il vieillira sans avoir jamais vraiment vécu. Cette vidéo n'est pas une attaque, c'est un miroir. Et si vous regardez jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît ce schéma. Peut-être chez quelqu'un de proche, peut-être même en vous-même. Le cheminement du puer aeternus ne doit pas forcément se terminer par la stagnation, mais il ne peut changer que lorsque la vérité est affrontée de front. Parlons-en. Le puer aeternus n'est pas seulement un type de personnalité, c'est un archétype profond, une force psychique qui opère dans l'inconscient de milliers d'hommes et qui est souvent confondue avec le charisme, la spontanéité ou un esprit libre. Mais derrière cette apparence légère, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, un refus presque instinctif de grandir. Carl Jung a observé ce schéma chez divers patients et dans les mythes à travers l'histoire. Le puer apparaît comme celui qui refuse de quitter le paradis de l'enfance, le ventre psychique de la mère, où tout est soigné, protégé et résolu. Il vit à l'ombre de la promesse d'un lendemain glorieux qui n'arrive jamais. Il est le Fils éternel des dieux, l'élu, le spécial. Mais en pratique, il ne prend jamais les rênes de sa propre vie. Vous avez vu cela de près. Des hommes qui sautent d'un emploi à l'autre, toujours à la recherche de quelque chose de plus significatif, qui commencent des projets avec enthousiasme, mais les abandonnent au premier obstacle, qui tombent amoureux intensément mais disparaissent dès que la relation exige de la maturité, qui parlent de spiritualité, de connaissance de soi, de liberté, mais qui ne peuvent pas payer une facture à temps ou tenir un engagement pendant plus de quelques mois. Et ce n'est pas par manque d'intelligence ou de talent. Le puer est souvent brillant, sensible, plein de potentiel. Il a un lien vif avec la créativité, l'inspiration et l'imagination. Échappe au poids de la réalité. Il veut voler sans construire d'aile, veut l'amour sans engagement, veut le succès sans effort, veut les récompenses de l'âge adulte sans payer le prix de la maturité. Et lorsque le monde ne lui livre pas cela, il se révolte. Blâme le système, blâme ses parents,
la vie, mais jamais lui-même. Jung disait que le puer aeternus souffre d'une déconnexion avec le temps. Il est toujours dans un « pas maintenant », toujours en attente que quelque chose arrive d'abord. La bonne idée, la bonne femme, la bonne phase. Il vit dans le quand, jamais dans l'aujourd'hui. Et à cause de cela, il ne vit pas. Il survit simplement, nourri de rêves qui deviennent des fardeaux. Mais il y a un autre côté à cette histoire, car le puer, malgré son immaturité, porte aussi une force qui ne peut être ignorée. Il est la source de la jeunesse intérieure, de l'imagination créatrice, de la capacité à réinventer la vie. Le problème n'est pas le garçon qui existe en l'homme, c'est lorsque ce garçon prend le contrôle de l'existence. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre ensuite. Lorsque l'éclat du puer commence à s'assombrir et que l'ombre prend le contrôle. Parlons maintenant du côté obscur de l'homme-enfant et de la façon dont il détruit silencieusement tout autour de lui. Si ce contenu vous semble pertinent, cliquez sur le bouton d'abonnement, donnez un pouce levé à cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Il y a quelque chose de magnétique chez l'homme dominé par l'archétype du puer aeternus. Il est léger, spontané. Il parle comme un poète, rêve comme un visionnaire et vit comme s'il était hors du temps. Il ne suit pas les règles, n'accepte pas les étiquettes, ne s'accroche à rien. Et cela, pour beaucoup, est fascinant. Il semble libre, et qui ne désire pas la liberté dans un monde étouffé par les obligations, les engagements et les routines vides. Mais c'est là que se trouve le piège. Cette liberté est une illusion, un déguisement soigneusement construit pour cacher ce qu'il craint le plus, la réalité. Le puer n'est pas libre. C'est un fugitif. Échec, rejet, frustration, le passage du temps. Il échappe au poids de la responsabilité de sa propre vie. Et chaque choix qu'il évite, chaque décision qu'il reporte, chaque responsabilité qu'il transfère, approfondit sa prison déguisée en autonomie. Vous avez vu cela de près. Il dit ne pas vouloir d'un travail conventionnel parce qu'il est né pour quelque chose de plus grand. Mais la vérité est qu'il est terrifié par la routine, la hiérarchie, l'engagement. Il dit ne pas vouloir s'attacher à qui que ce soit, que les relations sont des prisons. Mais en réalité, il a une peur mortelle de se rendre, d'être vraiment vu, d'être tenu responsable. Il dit qu'il déteste les règles, mais au fond, il ne sait tout simplement pas comment gérer les limites. Cette liberté qu'il vend aux autres est en fait un refus puéril de confronter la dureté de la vie. Il veut être éternel, léger, immaculé. Et pour cela, il a besoin de rester en mouvement constant, comme un ballon dérivant au vent. Mais le temps n'attend pas. Et le monde réel, tôt ou tard, exige un prix. Carl Jung a dit que le puer aeternus vit en suspension, comme s'il flottait toujours entre ciel et terre. Il ne veut pas descendre, ne veut pas s'enraciner, ne veut pas s'occuper du concret. Mais sans racines, rien ne pousse. Sans effort, rien ne s'épanouit. Et sans douleur, il n'y a pas de transformation. La vraie liberté n'est pas l'absence de limites. C'est la capacité de choisir consciemment ce qui mérite votre engagement. Mais le puer ne choisit pas. Il s'échappe. Et dans cette évasion, il ne sabote pas seulement sa propre vie, il détruit progressivement les personnes qui essaient de l'aimer. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Le côté obscur du puer aeternus, lorsque la promesse se transforme en destruction. Plongeons-nous dans l'ombre que porte cet archétype et comprenons comment il corrode tout ce qui l'entoure. Au début, tout semble enchanteur. Le puer aeternus brille d'une énergie qui attire, inspire et enveloppe. Il est passionné, enthousiaste, imprévisible. L'éclat commence à s'estomper. Ce qui était légèreté se transforme en absence. Ce qui était sensibilité devient instabilité. Et ce qui semblait être liberté se révèle être fuite. C'est à ce moment que l'ombre du puer commence à se montrer. L'ombre de l'enfant homme est sournoise. Elle se manifeste par de petits sabotages quotidiens.
Il oublie ses engagements, rate les échéances, devient désorganisé financièrement, change d'avis brusquement, rompt ses promesses. Mais tout cela est enveloppé d'un récit poétique. Je ne suis pas prêt, je ne veux pas me forcer, j'ai besoin de temps. La vérité cependant est plus dure. Il a peur, peur de grandir, de faire des erreurs, d'être jugé, d'être ordinaire. Alors, inconsciemment, il sabote tout ce qui exige de la maturité. Cet autosabotage affecte tous ceux qui l'entourent. Les partenaires romantiques vivent l'angoisse d'aimer un homme qui semble incroyable en essence mais absent dans la pratique. Il dit qu'il aime, mais disparaît. Il dit qu'il veut un avenir mais ne prend jamais de mesures pour le construire. Les membres de sa famille sont frustrés de le voir gaspiller son talent, son intelligence et ses opportunités. Les amis se lassent de soutenir quelqu'un qui vit dans le cycle du presque. Et derrière tout cela, il y a un sentiment suffocant. Il semble incapable d'avancer, piégé dans une adolescence émotionnelle sans fin. Et comme chaque archétype, l'ombre du pué se nourrit de l'inconscient. Il ne réalise pas qu'il se détruit lui-même, et pire, il croit que les autres sont le problème. Il accuse le monde d'être ennuyeux, rigide, contrôlant. Il voit ceux qui ont mûri comme des traîtres à la liberté. Et ainsi, il s'isole davantage, croyant être fidèle à son essence, alors qu'en fait, il est esclave de la peur. Jung a dit que nous ne nous éclairons pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. L'ombre du puer n'est pas à nier, mais à affronter. Le problème n'est pas le fait qu'il porte un enfant en lui, et la vie réelle. Et ce sabotage a des racines profondes, car le puer n'est que rarement seul. Derrière lui, il y a presque toujours une présence silencieuse qui nourrit son comportement et perpétue son emprisonnement. La figure de la mère symbolique. Aucun puer aeternus n'émerge de rien. Derrière presque chaque homme qui refuse de grandir, il y a une figure silencieuse, parfois aimante, parfois suffocante, qui le protège du monde, mais qui l'empêche aussi de le confronter. Cette figure, dans la psychologie analytique de Carl Jung, est appelée la mère archétypale. Et lorsque sa présence devient excessive, elle se transforme en grande mère dévorante. Celle qui, au lieu de donner la vie, emprisonne. Cette mère peut être littérale, une véritable mère surprotectrice qui a tout fait pour son fils, qui ne l'a jamais laissé faire d'erreur, qui l'a toujours soutenu dans ses chutes, mais qui inconsciemment l'a empêché de développer son autonomie. Ou elle peut être symbolique, une partenaire qui assume le rôle de soignante, une grand-mère, une figure féminine qui protège, nourrit, enveloppe et exige inconsciemment en retour une loyauté éternelle. Le puer devient alors un homme qui cherche dans le monde féminin non pas une compagne, mais un substitut à la mère. Quelqu'un qui le comprend sans exiger, qui l'accepte sans le confronter, qui le soutient sans limite. Cette relation symbiotique est confortable, mais profondément destructrice, car elle empêche la confrontation avec le monde. Tant qu'il est soigné, il n'a pas besoin d'agir. Il n'a pas besoin de décider. Il n'a pas besoin de grandir. Il reste dans un état d'enfance émotionnelle éternelle, attendant que les femmes autour de lui résolvent ce qu'il refuse de confronter, l'appel de la vie adulte. Et la mère symbolique est souvent piégée dans ce jeu aussi. Elle croit qu'elle aide, qu'elle aime. Mais en réalité, elle nourrit un cycle de dépendance psychique qui draine la vitalité des deux. Jung était catégorique. La plus grande tragédie est lorsque la mère refuse de laisser l'enfant naître psychologiquement. Même si le corps vieillit, le psychisme reste immature, enfantin, attendant le réconfort au lieu de chercher l'ancrage. Cette dynamique devient encore plus grave lorsque le puer entre en relation. Il tombe amoureux rapidement, idéalise le partenaire, place des attentes irréalistes sur elle, comme si elle devait résoudre tous les vides internes qu'il refuse lui-même de reconnaître. Mais dès que la relation exige profondeur, engagement ou responsabilité, il fuit. Il prend ses distances, il sabote ou pire, il blâme l'autre personne, car au fond, il n'a jamais voulu de partenaire. Il voulait une mère déguisée en amante.
Briser cette dynamique exige de la douleur. Cela exige une séparation. Cela exige de couper le cordon psychique. Mais c'est cette rupture qui initie le véritable processus d'individuation. Grandir fait mal, mais ne pas grandir fait encore plus mal. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Le chemin vers la maturité est le prix inévitable à payer pour quitter l'enfance psychique. Il est temps d'examiner le processus de transformation. Comment le puer peut enfin cesser de fuir et commencer à construire sa propre structure interne. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, veuillez prendre un moment pour la aimer et vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour rester informé du contenu futur. Il arrive un moment dans la vie où le déguisement commence à s'effondrer. Les rêves non réalisés pèsent lourdement. Les relations ratées laissent des cicatrices. La vie, autrefois pleine de possibilités ouvertes, commence à se rétrécir. Et puis l'homme qui vit encore sous la domination du puer aeternus est forcé de se regarder dans le miroir et de se demander « Combien de temps vivrai-je comme si j'avais tout le temps du monde ?» C'est le point de rupture, le moment où la douleur de rester immature devient plus grande que la peur de grandir. Mais ceux qui pensent que la maturation est un processus lisse se trompent. Jung n'a pas ménagé ses mots pour décrire ce chemin. Il a dit que l'individuation, le processus par lequel un être humain devient véritablement lui-même, est une naissance psychique. Douleur, sang et mort symbolique. La première étape est d'affronter l'effondrement du fantasme. C'est comprendre que la vie n'attend pas que vous soyez prêt, qu'il n'y a pas de moment parfait, que personne ne viendra vous sauver. C'est reconnaître que le monde réel n'est pas un endroit hostile, mais plutôt la seule scène où quelque chose de vrai peut arriver. Que grandir n'est pas trahir son essence, c'est la construire. Mais pour cela, il faut faire son deuil. Le deuil du garçon idéalisé, le deuil de la vie imaginée, le deuil des promesses non tenues, et surtout, le deuil de la mère symbolique. Tuer le garçon qui est en nous ne signifie pas étouffer sa créativité, sa légèreté ou son âme rêveuse. Cela signifie ne plus l'utiliser comme excuse pour échapper à la vie. C'est permettre au garçon de continuer à exister, mais désormais sous la direction de l'homme. La maturité exige construction, structure, cohérence. Cela signifie dire non quand il est plus facile de s'échapper, s'engager même quand on veut la liberté, travailler avec concentration même quand l'inspiration ne vient pas, être présent dans une relation même quand l'idéalisation s'est déjà effondrée. Cela signifie échanger l'extase du nouveau pour le pouvoir transformateur de la continuité. Et voici le secret. Lorsque le puer est intégré à l'homme adulte, il ne disparaît pas, il se transforme. Il devient la source de la créativité, de la vision et de l'intuition, mais désormais canalisé par une psyché mature et ferme, capable d'agir dans le monde. C'est la vraie renaissance. Lorsque le garçon éternel cesse de fuir la réalité et commence à construire avec elle. Mais ce processus n'est pas facile et il ne se produit pas tout seul. Beaucoup d'hommes à ce stade du parcours se sentent perdus, épuisés, ne sachant pas par où commencer. Ils savent qu'ils doivent changer. Ils savent que le temps de l'enfance psychique est révolu, mais ils ne savent pas comment prendre les rênes de leur propre vie. Et c'est précisément pourquoi la vidéo continue. Car dans le segment suivant, nous nous adresserons directement à ceux qui sont à ce point de transition. Vouloir changer, mais ne pas encore savoir comment. Le moment de vérité est arrivé et la décision de grandir est enfin entre vos mains. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît l'urgence de ce qui a été dit. Peut-être avez-vous vu ce schéma chez quelqu'un de proche. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans chaque mot. Et il n'y a aucune honte à cela. Aucune. Car nous tous, à un certain degré, portons la tentation de rester des enfants dans un monde qui exige la maturité. Nous avons tous fui une responsabilité, rêvé de raccourcis et espéré que la vie nous offrirait du confort avant que nous soyons prêts à la confronter. Mais la vérité est simple et brutale. La vie n'attend pas, elle exige, elle réclame,
Elle teste, et tôt ou tard, vous serez confronté au choix de rester piégé dans le monde des promesses ou de finalement traverser le pont vers le monde de l'accomplissement. Et cette traversée n'est possible que lorsque vous choisissez de grandir. Non pas quand vous en avez envie, non pas quand tout est parfait, mais lorsque vous décidez avec courage qu'il est temps d'arrêter de fuir. Carl Jung a dit que la personne qui ne confronte pas ses propres démons sera condamnée à les rencontrer à chaque coin de rue. L'éternel adolescent est l'un de ces démons. Un démon qui se cache sous le nom de liberté, d'authenticité, de génie incompris, mais qui, en pratique, ronge vos racines et empêche toute construction solide. Il ne disparaîtra pas de lui-même. Vous devez le confronter, le reconnaître, l'intégrer, et surtout, choisir d'être plus grand que lui. La maturité, c'est ce qui naît lorsque vous cessez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver et que vous commencez à vous sauver vous-même. Lorsque vous comprenez que la responsabilité n'est pas une prison, mais un chemin vers le pouvoir. Lorsque vous réalisez que la vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez, c'est d'avoir assez de structure interne pour choisir ce qui est nécessaire. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus touché? Commentez ci-dessous. Soyez honnête, ressenti. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, veuillez lui donner un pouce levé, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Quelqu'un qui est pris au piège du même cycle et qui ne s'en rend peut-être même pas compte. Et cela ne s'arrête pas là. La prochaine vidéo est tout aussi importante que celle-ci. Elle vous montrera une autre pièce essentielle de ce puzzle. Continuez à regarder. Cela peut faire mal, peut-être, mais cela vous libérera. Et en fin de compte, c'est ce qui compte, la vraie liberté.